La vie de tous les jours dans un milieu de vie comme une coop d'habitation, c'est en fait, on peut organiser différentes activités, puis on reprend toujours les thématiques d'une coop d'habitation. La solidarité, le partage, la démocratie. On a ça en tête quand on organise nos activités, puis voir peut-être aussi comment est-ce qu'on peut aider la communauté, parce que ça fait partie des principes coopératifs que de soutenir notre communauté. Alors, essayer de voir si on peut pas dégager des fois une marge de manœuvre pour organiser des activités qui vont avoir un rayonnement à l'extérieur de notre nombril coopératif, là, puis d'essayer de participer à l'ensemble de la communauté. Oui, il pleut. Rémi, il pleut. Tout le monde a de l'influence dans une coopérative d'habitation. Tout le monde participe à la prise de décision, puis tout le monde est utile. C'est la beauté d'un projet, d'un milieu de vie comme le nôtre, c'est que tu as une emprise. Tu participes aux décisions. Tout le monde, sans exception. La plus grande fierté, à mon avis, pour la coopérative, c'est l'accueil de réfugiés. On a fait ça il y a 2 ans à peu près. Puis on a changé la vie d'une famille africaine. Ça paraît. Les enfants sont heureux. On sait qu'ils ont vécu des choses difficiles dans leur pays d'origine. Puis là, ici, ils ont de la sécurité, il y a de l'entraide, il y a du partage. Puis c'est le climat idéal pour intégrer aussi une famille. Là. Donc, c'est une des plus grandes sources de fierté de notre coop. En étudiant à Rimouski, je me disais, moi, je viens d'un petit village, puis il me semble qu'on a besoin de mettre l'épaule à la roue quand on habite en campagne. Mais une relation au territoire qui n'est pas la même, on a un pouvoir, dans le fond, un pouvoir d'agir, une autonomie qui est plus grande, je pense, qu'en ville, en région puis en campagne. Pourquoi? Parce que tout est à faire, dans le fond. Au début, on proteste, on est dans la crise d'octobre. On réussit à attirer l'attention des médias de Montréal, même si... Le Centre de mise en valeur des opérations Dignité, ça sert à promouvoir la mémoire du mouvement social qui est les opérations Dignité. Le gouvernement veut fermer des villages, un projet de réaménagement du territoire. Ça en est suivi une mobilisation populaire contre ces politiques-là, mais pas juste contre la fermeture. Au final, le mouvement s'est perpétué dans le temps. Mon emploi ici au Centre des opérations Dignité, ça a commencé en étant animateur, parler de l'histoire des villages, parce que ma formation est en histoire des villages, mais aussi très ancrée dans le présent. Qu'est-ce qu'il y en est des villages aujourd'hui? Où est-ce qu'on s'en va? Puis, est arrivé mon contrat à la coordination après, parce que quand on a l'appartenance, le désir de faire quelque chose, on avance là-dedans. Projet d'aménagement, zone agricole, reboisement, c'est ça, ça a commencé à vouloir reboiser les terres. C'est encore plus que moi. Le gouvernement, il a tout le temps voulu former des petits villages. Ça fait que nous autres, on s'est révoltés. Travailler dans une entreprise d'économie sociale, un organisme à but non lucratif, non seulement la mission, les valeurs me rejoignent beaucoup, mais il y a une indépendance qui est très grande, une liberté, puis la place à la créativité. Ça, c'est vraiment très, très important pour moi, puis il y a de la place pour réaliser son potentiel. On a une mentalité d'entrepreneur, mais on n'aborde pas souvent le volet social, le volet collectif. Il n'y a pas juste les revenus qui sont au rendez-vous, là. Il y a la réalisation de l'individu. Puis on se rattrape ailleurs, là, puis même le gain, au final, est beaucoup plus important. La productivité est meilleure parce qu'on est heureux au travail, puis il y a de la souplesse. Ça stimule la créativité, ça stimule l'innovation. On a les 2 pieds là-dedans, là, dans le rural, puis au Centre des opérations Dignité, les moyens sont très limités, mais la flamme est très, très grande. Puis avec ça, on est capable d'avancer, puis ça nous pousse à aller plus loin. On travaille avec l'iconographie de Atikamekw. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est pas que ça se perde, la tradition vraiment Atikamekw. Ça me joignit, en fait, parce que j'ai enseigné pendant 10 ans les arts plastiques, les arts traditionnels. Puis quand
Quand j'ai su, là, finalement, dans quoi je m'embarquais, je me suis dit, wow, c'est ça que je veux faire. J'aimerais ça, là, l'implanter dans ma communauté. J'ai beaucoup aimé ça, faire la piscine avec ma mère et la gang. Ça m'aide à sortir mes propres motifs, à mettre dans des sacs, dans des coussins, dans des foulards. J'aime ça montrer, j'aime un peu montrer mon talent du monde. Moi, j'aime le faire, ce job-là, continuer à faire des motifs avec d'autres jeunes, puis inviter d'autres mondes à participer, à venir faire des motifs avec moi. 4 passages, normalement. Viens, ça retombe à la même place. OK, c'est bon. Et ça fait... C'est très valorisant en tant qu'étudiante atikamekw. Ça me permet de m'impliquer dans ma communauté, de pouvoir redonner à la communauté, puis en même temps de pouvoir encourager les jeunes à eux aussi à s'impliquer dans la communauté, dans la culture, l'art atikamekw. Le modèle collectif d'entreprendre ensemble, c'est naturel. C'était la façon de fonctionner traditionnellement. Donc, de manière organique, ça s'organise. Puis là, il y a d'autres activités qui s'insèrent, puis qui se développent. Puis chacun a sa liberté. Sont en pleine santé. Les gens qui travaillent ici, c'est des gens qui ont le parc à cœur. Notre équipe, c'est des passionnés. Donc, ils sont passionnés de leur jardin. Puis souvent, la première chose qu'ils vont dire, c'est ça. Mais ils ont aussi d'autres passions, des passions, des fois pour la musique, des passions pour des domaines des fois plus pointus. Puis ce qu'on aime faire, c'est les mettre en valeur. Quand je suis arrivée ici, c'est un organisme à but lucratif, mais c'est un organisme à but lucratif qui se déploie et qui croît très rapidement. Ça me permet de réaliser des projets, des petits, des plus grands. Bon, le magasin général qui est là, on travaille sur un gros projet horticole à grand déploiement. Donc, tout ça, c'est très, très, très stimulant. Puis je pense que ça fait, oui, un peu partie du cadre d'un OBNL, je dirais d'un OBNL en santé, de laisser libre cours à, justement, le déploiement de ces passions-là, puis de permettre la croissance. Qu'est-ce que tu me dis? C'est ce que j'aime dire aussi. C'est de façon tout naturelle qu'on a une équipe qui est tissée serrée. Donc, les gens, ils sentent qu'ils peuvent avoir un impact sur l'entreprise, ils peuvent avoir un apport. Puis je pense que la richesse de tout ça, c'est que, justement, chacun est libre d'apporter ses idées. Puis c'est ça qui fait que le parc se développe bien, se développe vite, puis se développe de façon saine, puis crée un milieu de travail qui est stimulant. En fait, c'est seulement ma 2e saison ici au Parc Marie-Victorin. Ça a bien cliqué avec l'équipe. Puis il y a eu, entre-temps, un poste qui s'est libéré. J'étais vraiment très emballé qu'on m'offre cette opportunité-là de gravir un échelon de plus puis de revenir au parc, mais d'occuper un tout autre rôle là, cet été. C'est un très beau défi, c'est stimulant. On fait pas ça pour le profit. On fait ça pour faire passer un beau moment aux gens et faire profiter le jardin à la communauté aussi, parce que les gens de Kings et Falls ont accès gratuitement au Parc Marie-Victorin. L'idée est partie de là aussi. Hein? Ce jardin-là a été fondé pour offrir un espace vert, un espace où il fait bon vivre à la communauté. Et là, ça a pris une envergure tout autre. Le call que le plus longtemps qu'on peut attendre pour le début des shows, c'est 13h30. Je
m'intéressais à la culture depuis très longtemps. J'étais une fan de musique, j'étais une fan d'art. Puis je trouvais ça important de m'impliquer dans ma région, dans ma ville. J'y crois. C'est vraiment rare que tu entends quelqu'un dire Laval. Je l'ai tatoué sur le cœur. Fait que c'était un peu de dire comment changer les mœurs, faire une place à la culture, au même titre qu'on est à côté de Montréal. On est la 3e plus grande ville au Québec. Pour moi, c'était comme une évidence qu'il y en avait des artistes. Il y a une manne d'artistes, mais qui s'identifient pas à Laval. Puis pour moi, mon sentiment d'appartenance, il était comme extrêmement assumé. Fait que j'avais envie que les artistes soient fiers de dire moi, je viens de Laval, puis la première fois que j'ai joué dans un événement qui m'a donné ma première chance, ben c'est Laval, c'est ma ville. Merci. J'avais envie de m'investir dans l'économie sociale parce que, pour moi, c'est de redonner, c'est de permettre justement des premières chances, tant au niveau de l'embauche du personnel qu'au niveau des artistes, qui est notre partenaire d'affaires, si on veut. La base du festival, c'est vraiment la collectivité, c'est de travailler avec les partenaires du milieu, c'est de travailler avec les artistes, c'est de travailler avec les citoyens, c'est de travailler avec les bénévoles, c'est de travailler avec tout le monde. Fait que le modèle est monté comme ça, c'est vraiment dans notre ADN. Fait que c'est juste naturel, je te dirais. J'ai vraiment aucun problème à dire que je suis une entrepreneur sociale, culturelle. C'est pas quelque chose qui est nécessairement compris par tout le monde. Fait que d'où pourquoi l'importance de communiquer cette information-là. Puis je pense que le rôle d'un entrepreneur social, c'est vraiment justement de mettre les bonnes personnes au bon moment ensemble pour être juste plus fort, revenir, assurer une pérennité, puis de valoriser justement cette forme d'entrepreneuriat-là. Au BNL, des fois, ça fait charité. Je suis désolée, je suis au même titre que toi, un entrepreneur, puis je fais les mêmes choses, sauf que moi, je retourne dans la collectivité. Je réinvestis dans ma collectivité, finalement. Je suis fière d'être concrète, puis de faire de la place aux artistes dans une région qui a un potentiel infini, mais qui est juste totalement sous-estimé.